Et aujourd'hui, je vais vous parler de numérique responsable et comment en fait, on intègre ces idées en tant que développeur web. La première question en fait, qui vient, c'est pourquoi relie-t-on les enjeux environnementaux et le numérique? Alors pour ceux qui n'ont pas en tête les ordres de grandeur, le numérique aujourd'hui, ça représente 3,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, avec une projection à environ 6% en 2025. Ça représente 4,2% de la consommation d'énergie primaire. Donc, on entend par consommation d'énergie primaire. Donc, les énergies primaires, ça va être toutes les ressources brutes, comme par exemple le gaz naturel, le pétrole, le nucléaire ou bien les énergies renouvelables. Et enfin, ça représente 0,2% de la consommation d'eau douce. Ça fait beaucoup. Donc, ça, c'est l'impact du numérique. Et si on vient à l'échelle d'un site web, une visite, en moyenne, on peut considérer que ça émet 2 grammes de CO2. Et donc, en fait, si on prend un site qui cartonne bien, donc par exemple Slack qui a partagé ses chiffres, à 130 millions de visiteurs par mois, on arrive très vite à des chiffres assez énormes, comme par exemple, du coup, 260 tonnes de CO2 par mois. Le chiffre de grammes, il y a beaucoup de débats, c'est une moyenne, on pourra en discuter. On oublie souvent que ça pollue, tout simplement parce qu'en fait, ça saute pas aux yeux. Quand vous démarrez votre voiture, vous entendez le moteur, vous voyez le pot d'échappement, vous vous dites, bon, ok, a priori, ça pollue, on l'oublie moins souvent que notre téléphone, parce que notre téléphone, il n'a pas de pot d'échappement. Donc en fait, quand on regarde notre téléphone, on passe très vite à la suite et on oublie l'impact écologique du numérique. Donc en fait, si on se creuse un peu les méninges, qu'est-ce qui pollue? Prenons par exemple un des indicateurs qui est les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous ai mis un diagramme du Shift Project qui présente l'empreinte carbone du numérique mondial par poste. Et donc la première chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut voir que 35% de l'empreinte carbone provient de la production des devices utilisateurs, donc ici par exemple des TV, smartphones et ordinateurs. Et donc un premier levier qu'on peut avoir en tête, c'est de se dire, bon, on va essayer de limiter le renouvellement des devices, vu que c'est la production qui pollue énormément. C'est une bonne idée, ça en est une parmi beaucoup. En tant que développeur, il y a d'autres actions qu'on peut faire pour essayer de limiter le renouvellement du matériel. Un exemple, par exemple, c'est de vérifier la rétrocompatibilité de vos applications. Donc, notamment quand on développe des applications, aujourd'hui, on a souvent ce magnifique MacBook qui, du coup, lui, est performant et donc on ne se rend pas compte forcément que notre site web il n'est pas compatible sur différents devices ou des plus anciens. Et donc, il y a par exemple, c'est non sponsorisé, je vous assure, des différents sites qui permettent de tester ces applications pour voir si elles fonctionnent également sur un Pixel 5 des années 2010. Donc ça, c'était pour la partie production, mais si on regarde du coup la deuxième partie, c'est la partie utilisation. Et donc là, la première chose qu'on peut se dire, c'est vu qu'on veut optimiser l'utilisation, on veut en fait optimiser la consommation d'électricité de nos appareils. Et donc en fait, si on fait ça, ce qu'il faut faire, c'est un site plus performant. C'est une idée, mais c'est pas forcément la seule et la meilleure des idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous, on est développeur web et qu'on fait du code, faire du code plus green, c'est pas forcément faire un site plus performant. Ça l'est, mais pas que. Si on est juste dans l'amélioration de la performance, le risque, c'est d'arriver à un effet rebond. Un exemple d'effet rebond, c'est les infrastructures et leurs usages. Par exemple, à un moment où on n'avait pas encore des antennes 5G, 4G, ce qu'on pouvait s'envoyer par Internet, c'était des SMS, des MMS. Puis après, on a eu les antennes 3G, 4G, et donc on a pu s'envoyer des vidéos. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que on a un effet de cycle où les effets d'usage, donc par exemple le fait qu'on puisse envoyer des vidéos sur les réseaux, vont faire un appel sur les offres. On va vouloir avoir des meilleures infrastructures pour pouvoir tenir la charge de tous ces sites qui proposent des vidéos, et ainsi de suite. Et en fait, ça nous fait un cycle qui finalement, on a augmenté l'efficacité de nos infrastructures. On s'est dit, une antenne 5G, un téléphone qui l'utilise, du coup, va consommer moins. Mais vu qu'on en fait beaucoup plus et qu'on augmente le nombre de données, en fait, on a un effet rebond, donc pas forcément. On a deux types d'effets rebond. On peut avoir l'effet rebond direct. Donc là, par exemple, dans le cas de la 4G, 5G, c'est on est plus efficace dans la proposition de vidéos et donc on va proposer plus de vidéos. Et on a également des effets rebond indirects où là, ça va être par exemple, on est plus efficace dans un domaine et donc on en a plus pour un autre domaine. Un exemple qui vaut ce qui vaut, mais si on fait des économies d'argent en isolant notre maison, on va se dire super, notre empreinte carbone diminue.
Mais après, si on utilise l'argent qu'on a récupéré pour s'acheter une nouvelle voiture, on voit bien que son empreinte personnelle remonte. Donc voilà, cet effet rebond direct-indirect peut parfois être un peu perturbant et on peut du coup l'oublier. Quand on s'intéresse à tout ça, en fait, quand on s'intéresse aux relations entre l'environnement et l'IT, on fait du Green IT. Et donc, dans Green IT, il y a deux parties. Il y a IT for Green. C'est très concrètement utiliser l'IT pour répondre aux enjeux environnementaux. Un exemple, Pyronir, qui est un projet open source qui permet de faire de la détection précoce des départs de feu par computer vision. Donc là, on utilise l'IT pour répondre aux enjeux environnementaux. Et l'autre partie, c'est le Green for IT. Donc, c'est en fait intégrer les enjeux environnementaux dans l'IT, donc dans tous nos services qu'on utilise. Et dans le web, du coup, ça donne quoi? Dans le web, naïvement, moi, la première chose que je me suis dit, c'est si on veut s'améliorer, il faut commencer par mesurer. Pourquoi commencer par mesurer? Parce qu'en fait, c'est la première étape pour pouvoir prioriser, ensuite tester, et donc tester en respectant des bonnes pratiques, par exemple, et puis après, on remesure, et comme ça, on sait si ce qu'on a fait a eu de l'impact ou pas. Pourquoi pas? Du coup, en 2021, il y a maintenant 3 ans, je m'étais lancé, j'avais fait mon premier calculateur d'impact environnemental d'un site web. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis né à une mauvaise époque. J'aurais dû naître dans les années 80. J'aimais beaucoup les couleurs disco. Euh, alors, ce modèle, il est basé sur le One Byte model, qui est un modèle du Shift Project, qui est sorti en 2019 et qui permet, il est super ce modèle parce qu'il permet de fournir une mesure d'émissions en grammes de CO2 en utilisant uniquement le poids de votre page et le temps passé dessus, plus quelques paramètres comme par exemple le type de device, donc est-ce que vous étiez sur mobile ou ordinateur, et le type de network. Donc là, on se dit, c'est super. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de me demander pour utiliser le code, puisque il y a une super librairie de la Green Web Foundation qui vous permet d'utiliser ce modèle et cette formule, qui est CO2JS. Mais en fait, le problème de ce modèle, déjà, c'est qu'on est focus uniquement sur l'utilisation. On n'est pas sur la partie production, et comme on a vu, la partie production prend quand même une certaine partie de l'impact du numérique. Ça ne prend pas en compte tout le cycle de vie. Donc c'est une partie de la réponse. Pour aller un peu plus loin sur ce modèle-là, moi j'étais tout content, je me suis dit, j'ai trouvé la solution, il fallait juste implémenter ce modèle, c'était facile. Et en fait, 1 an après, on a eu un cross-checking qui a été fait par Carbon Brief sur en fait, l'impact du streaming vidéo. Donc ça, c'était une des possibilités d'utilisation du modèle du Shift Project. Le Shift Project, dans son modèle, c'était 1 heure de vidéo en streaming émet 3,2 kg de CO2. Leur analyse a montré avec différents autres modèles que en fait, c'est plutôt 3,6 grammes de CO2. Et donc en fait, plutôt que de dire que le modèle est bon ou pas bon, il faut juste se rappeler qu'un modèle, c'est une représentation de la réalité, que c'est pas forcément exact, et que surtout, c'est pas une finalité. Là, par exemple, il y avait une diminution de 90%, enfin de 80, pardon, 90 multiplication, je sais plus comment on dit, de l'impact. Et donc, en fait, moi, ce que ça m'a appris dans mon petit bout de chemin sur l'impact environnemental, c'est que la mesure, c'est bien, c'est un peu essentiel parce que c'est comme ça qu'on sait un peu où on va, mais que ça reste un outil et pas un objectif. L'objectif, ça peut pas seulement être de réduire mon chiffre sur le modèle One Byte. Et donc, la mesure, en fait, elle se complète bien par ce dont vous allez peut-être beaucoup entendre parler ce soir, mais par des démarches d'éco-conception et de sobriété numérique. Donc, avoir une démarche de sobriété numérique et d'éco-conception, le plus simple, c'est de repartir des définitions. La sobriété numérique, c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en limitant ses usages. Et l'éco-conception, ça consiste à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des biens et des services. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas que dans l'optimisation de l'existant, mais vraiment dans la réflexion dès la conception. Et donc, en tant que développeur web, la première question naturelle maintenant qui nous vient en tête, maintenant qu'on a ces idées de sobriété numérique, c'est de se dire, avant de coder Green, est-ce qu'on doit coder ça tout court en fait? Et c'est un peu ça aussi la sobriété numérique quand on est développeur, c'est aller challenger les fonctionnalités et se demander est-ce qu'on doit coder quelque chose. Ensuite, pour éco-concevoir, on peut suivre du coup des bonnes pratiques. Donc là, c'est un peu l'instant promo Théodo, mais côté product et UX, du coup, on a proposé des ressources qui permettent de s'améliorer en tant que product manager. Et on a également proposé des ressources côté développeur. Donc, ça va être, par exemple, on en discutait tout à l'heure, utiliser le bon formatage de ses images, utiliser du WebP, héberger son site web sur des infrastructures qui sont alimentées en énergie verte. Et côté product, ça va être, par exemple, informer ses utilisateurs de leur impact de la vidéo.
Vous l'avez peut-être vu, mais récemment sur Canal+, ils ont rajouté dans les choix de qualité de vidéo que du coup, selon la qualité, vous avez un plus ou moins grand impact. Donc ça fait partie des bonnes pratiques qui sont possibles et qui permettent déjà de prendre conscience de l'impact du numérique. Et donc on a également des ressources publiques, donc comme le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui vous propose plusieurs bonnes pratiques et façons de faire du numérique plus responsable. Ça vous fait une super transition avec le prochain talk qui va donc être sur le référentiel général d'éco-conception de services numériques, dont la dernière version est sortie en mai 2024, je crois. Les 3 points clés à garder en tête, c'est qu'en fait, quand on fait maintenant du numérique responsable, il faut garder en tête 2 mots, sobriété et éco-conception. Mais surtout, moi, celui que je retiendrai, c'est sobriété, c'est limiter les usages du numérique en creusant leur pertinence plutôt que de chercher uniquement à optimiser. Autre chose à garder en tête, du coup, c'est cette histoire d'effet rebond, que la performance en fait est une composante, mais ce n'est pas suffisant. Et enfin, une fois qu'on est sûr que notre produit est utile et qu'on a des bonnes fonctionnalités, et ben là, enfin, on peut arriver à l'optimisation de notre site web. Et donc là, on retourne sur la boucle, mesurer, prioriser, tester, et du coup, suivre les bonnes pratiques. Merci beaucoup. Allô? Ça va le faire. On va pouvoir faire quelques minutes de questions. Voilà, on va se donner 10 minutes par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont une première question? C'est toujours la première la plus difficile. Oui. Moi, j'ai une première question slash remarque sur ce moment où tu parles d'effet rebond. Le fait de faire plus performant, ça incite à consommer plus. Du coup, on arrive forcément dans une démarche de plus que de chercher à optimiser comment est-ce qu'on fait, on va chercher à adopter une démarche de sobriété et de remettre en question est-ce que ce qu'on fait est réellement pertinent. Du coup, plutôt que, enfin, c'est pas ce que tu disais, mais avoir peur de l'effet rebond, ça peut d'une certaine manière inciter à renoncer à l'optimisation en se disant, bah, de toute façon, ça ne sert à rien d'optimiser, c'est pas un bon levier parce que ça va juste renforcer les usages. Mais du coup, est-ce que, enfin, de quelle manière est-ce qu'on envisage, peut-être par la législation, peut-être par de la vulgarisation, quelque chose, enfin, par quel levier est-ce qu'on arrive à combiner l'optimisation avec une réduction sobre des usages pour, d'une certaine manière, avoir le meilleur des deux mondes? Okay, merci beaucoup. Je pense que ça passe notamment par du coup, la sensibilisation. C'est déjà avoir conscience de cet effet rebond, de ce que ça peut impliquer de faire uniquement de la performance. Moi, je ne dis pas du tout que du coup, c'est que la sobriété ou pas d'optimisation. Dans mes points de conclusion, c'est justement d'abord la sobriété numérique et après, de toute façon, on va garder des services numériques, donc il faut bien réfléchir aussi à l'optimisation. Donc ouais, moi je dirais surtout comment concilier les deux, c'est en étant conscient et en faisant des événements comme ça pour en discuter. C'est l'occasion en fait de garder ça en tête pour pouvoir mieux l'appliquer. Merci pour la question. Alors moi, j'ai 2 questions, je vais en poser qu'une seule. Mais si personne d'autre veut poser de questions, je pourrais en poser une deuxième si Ça jamais. marche. Moi, c'est concernant le même sujet. Alors globalement, juste pour comprendre le contexte, je suis assez en phase avec ce qui a été dit, mais je suis du genre très contrariant, du coup, voilà. Sur le côté, l'effet rebond, il y a un truc sur lequel je ne suis pas 100% convaincu dans le sens où les exemples qui ont été donnés, c'est des exemples de taille de tuyau. C'est-à-dire que si on rajoute une voie sur l'autoroute, il y aura plus de voitures. Lorsqu'on optimise du code, on diminue la quantité d'eau nécessaire. Donc on diminue pas la taille, enfin on n'augmente pas la taille du tuyau, on diminue la quantité finalement qu'on consomme pour arriver à un résultat. Éventuellement, je pourrais considérer que si on met 2 fois moins de temps à faire une action sur un site web, potentiellement on est tenté d'aller sur un autre site web. Sauf qu'actuellement, les sites web vont déjà assez vite par rapport à notre vitesse de lecture, de compréhension de l'information qu'il y a sur le site, pour que s'il va plus vite, s'il est plus optimisé, s'il consomme moins, on n'a pas le temps d'aller sur un autre site web, on n'est pas flash. Et du coup, je me demandais à quel point, qu'est-ce que j'aurais pu louper dans ce parallèle, ou est-ce qu'il y a une nuance entre certains types d'optimisation qui sont justifiés et d'autres qui ne le sont pas?
Ouais, très intéressant. Je pense que là, ça marche très bien cet exemple si on prend des sites web, par exemple, de vitrines, où là, effectivement, a priori, ils sont tous chargés très rapidement, on voit pas trop la différence. Moi, le premier truc qui me vient en tête, du coup, quand on parle de ça, c'est on utilise beaucoup, du coup, nous, les IA génératives et notamment le site de ChatGPT. Et là, vu que la quantité de calculs qui doit être fait, enfin plutôt ce qui doit être envoyé, c'est assez lourd. Bah, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une compétition quand même entre les différents modèles d'IA générative pour être le plus optimisé possible et apporter la réponse le plus vite possible à l'utilisateur. Et du coup, moi, ma compréhension, c'est que de toute façon, on va toujours arriver à des usages où il faut beaucoup plus de données. Donc, par exemple, avant, c'était les sites vitrines, c'était que ça à la donnée. Maintenant, ça va être, après, c'était des vidéos, et puis maintenant, c'est carrément générer du texte on demand selon la requête. Et donc là, bah, sur cet exemple-là, on est encore dans de la compétition de vitesse entre quel modèle va nous sortir la donnée le plus vite. Donc si on continue de l'optimiser, ça peut aussi du coup continuer cette course et augmenter les modèles, et puis après on verra où on va. Parce que maintenant, dans cet exemple, je vois le côté. En fait, ChatGPT, le 4 par rapport au 4O, mettait un certain temps à répondre. Mais pas parce qu'il ne consommait pas autant que 4O à répondre à la même réponse. Il calcule plus longtemps, donc il consomme plus que 4O, enfin, j'imagine. Il me semble que 4O est optimisé pour répondre plus vite. Et que c'est pas juste qu'il ne consomme pas plus de trucs. Donc on a la réponse plus vite. Mais par contre, nous, le temps de la lire, on ne tape pas plus de questions. Donc a priori, j'ai tendance à penser que vu qu'il répond plus vite, Bon, ouais, mais bon, je comprends l'idée. C'est l'idée, mais je suis pas sûr d'avoir compris là juste la fin. Bah, en gros, si sa consommation dépend de son temps de calcul, alors s'il met 10 secondes à nous pondre une réponse, il consomme 10 fois plus pour la même réponse que s'il mettait une seconde. Ouais. Donc a priori, on pourrait dire oui, mais de toute façon, on va lui poser 10 fois plus de questions. Hmm. Mais a priori, arrive un moment où il va répondre tellement vite qu'en fait, on va passer surtout notre temps à lire ses réponses Ouais. et à réfléchir à ce qu'on lui donne à manger. Ça va être le facteur limitant, parce que nous, il faut quand même qu'on digère l'information à un moment. C'est ça que tu veux dire, c'est qu'il y a un moment, je me dis, à un moment où on optimise tellement que notre vitesse à nous d'exécution fait que la machine, on l'utilise pas tant que... Enfin, en tout cas, le service est utilisé de façon limitée. Contrairement à YouTube où, si tu regardes 1 heure de vidéo, tu regardes 1 heure de vidéo. Ok. Tu veux répondre? En fait, pour ChatGPT et 4 et 4O, je pense que c'est surtout l'entraînement du 4O qui a demandé plus de données et qui, lui, va consommer beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il peut répondre de façon plus optimisée et plus rapide. Donc, je pense que la consommation, elle est surtout à cette étape-là. Et pour refaire le parallèle sur l'effet rebond, moi, l'exemple du quotidien que je vois chez tout le monde, c'est pour regarder des vidéos. Avant, sur nos téléphones, on regardait des vidéos en 3G, c'était vraiment en mauvaise qualité, genre en 720p. Et en fait, sur notre téléphone, bon, bah, on s'en accommodait, c'était très bien. Et maintenant, on peut regarder YouTube en 4K sur notre téléphone, mais en fait, ça fait aucune différence vraiment si on est en 4K ou si on est en 1000 pixels, quoi. Et c'est là où je vois vraiment une différence de consommation de l'effet rebond parce que nos antennes 5G, elles nous permettent de regarder du 4K sur notre téléphone, là où c'est vraiment pas du tout utile. Et c'est là où on va consommer plus parce qu'il y a plus qui est disponible. Voilà, je sais pas si c'est clair. Après, il y aura la question au fond. Après, pour l'histoire de ChatGPT, on a une chance, c'est qu'on est dans un espace contraint, et donc est-ce qu'il n'y a pas l'effet rebond, il va un peu s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas rajouter des GPU partout dans le monde, et beaucoup de boîtes vont mourir parce que ça ne sera pas rentable, et on va optimiser aussi pour que ChatGPT soit plus intéressant. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit un frein à l'innovation, parce que là, on est dans la phase où tout le monde y va, et on n'optimise pas parce qu'on n'a pas le choix. Et ça coûte tellement cher qu'il y a quand même des gens qui vont commencer à réfléchir comment faire pour faire pareil et moins cher, et plus efficace, je pense. Oui, merci. Du coup, juste sur la première partie, sur la première partie, c'était. Tu peux juste répéter le début? Est-ce que l'effet rebond, c'est un peu un frein à l'innovation, mais est-ce qu'il ne faut pas En trouver fait, le juste milieu entre innovation et... Ouais, ok. C'est un frein à l'innovation. Je pense que, faut pas le voir comme un frein. C'est plutôt un fait qu'un frein. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, on peut pas continuer à optimiser indéfiniment parce que ça va continuer à augmenter les usages. Et à un moment, il y a du coup une limite qui sont les limites planétaires qui là, du coup, on pourra plus juste augmenter. Donc, en fait, c'est ce côté-là de ressources finalement limitées à un moment qui va arrêter brutalement la course. Et en fait, c'est là où on va devoir se reposer des questions de qu'est-ce qui est vraiment utile, etc.
Et donc, je pense que c'est ça qui va être naturellement un frein à l'innovation. Donc, la question, c'est est-ce qu'on le prend en compte ou est-ce qu'on attend que ce soit trop tard pour se dire, bon, maintenant, on peut vraiment plus innover, mais du coup, on a inventé plein de trucs hyper inutiles. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste pour poser une question sur le sujet, il y a une phrase d'Enzo Ferrari, le créateur de Ferrari, qui dit l'aérodynamisme, c'est la science de ceux qui ne savent pas faire des bons moteurs. En gros, vous l'avez. Optimiser, c'est quand on ne sait pas bien faire au départ, quoi. Et en fait, la question derrière, justement, là, le meetup s'appelle Code Green. Est-ce qu'au fond, un bon code, un bon design sur les principes de l'éco-conception, peu de couleurs, peu de fonds, enfin des fontes qui sortent pas de nulle part, peu d'animation. Au fond, est-ce qu'au fond, il va pas être rapide, efficace et green parce qu'il est bon à la base? Les Google qui faisait que la page blanche avec que le moteur de recherche contre Yahoo qui faisait tous les trucs. Je parle comme un boomer, mais au fond, est-ce que c'est les principes d'éco-conception font pas juste du bon code qui s'avère être green? Et le deuxième point que je voulais dire, c'est sur l'effet rebond. Il y a un super livre de Jean-Baptiste Fressos qui s'appelle Sans transition, qui montre que la transition énergétique n'a jamais eu lieu et n'aura pas lieu parce qu'on fait que de consommer plus que ce qu'on gagne. Est-ce que dans l'énergie, il le montre sur 150 ans, est-ce que dans le code, voilà, on n'est pas là-dedans aussi, quoi. Merci beaucoup. Oui, sur la première partie, c'est un peu un truc qui peut remotiver un peu tout le monde quand on se dit qu'on fait de l'éco-conception, c'est que au pire, on a fait un site plus performant, qui est moins lourd à maintenir et qui coûte moins cher. Donc bon, vu comme ça, c'est toujours bien de faire l'éco-conception, donc je vous le conseille même si ça ne vous parle pas dans la finalité, mais juste dans les actions et dans ce que ça rapporte. Donc oui, non, mais merci beaucoup du coup pour ce point-là. Et sur la deuxième question, enfin c'est pas vraiment une question, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ouais. Ok, Je sais pas si vous m'avez entendu, mais en gros, ouais, vous m'avez entendu? Ouais. c'est bon. Intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va passer au talk suivant. Allez, la deuxième question. Il a dit 2 questions. Sur le sujet de la question de est-ce qu'on dev la fonctionnalité ou est-ce qu'on la dev pas, comment est-ce qu'on fait quand c'est pas nous qui prenons les décisions? C'est à titre d'exemple, lorsqu'on développe une app gratuite, elle fait son taf et puis il y a des fonctionnalités un peu parasites qui consomment beaucoup, du genre récolter les données de l'utilisateur, les envoyer, etc. Moi, j'aimerais bien quand j'utilise pas mon téléphone, il consomme 0 de ma bande passante, mais en réalité, c'est pas le cas. Quand on bosse dans ce genre de boîte, quand on a une hiérarchie, enfin dans un monde imparfait, Clément Viktorovitch disait on peut pas être parfait dans un monde imparfait. Comment est-ce qu'on fait pour s'en rapprocher? Est-ce que vous ici vous avez des tips sur ce sujet ou... Ouais, bah du coup, tu as un peu résumé en disant qu'on peut pas être parfait dans un monde imparfait. Moi, je suis toujours plus à dire que le but, c'est de faire de son mieux et que du coup, on pourra pas changer toutes les règles pour faire ce qui est parfait. Je pense que surtout, c'est super dur de savoir ce qui est parfait. Surtout dans la partie se dire qu'une fonctionnalité est inutile. Côté justement impact environnemental, parfois c'est pas si évident. Enfin, on se dit ça sert vraiment à rien, ça doit polluer énormément. Puis en fait, pas du tout. C'est notre fonctionnalité la plus utile qui a été hyper mal optimisée. Après, c'est des questions plus produits. Tu veux répondre, Théo? Le micro quand même. Merci. En fait, je rejoins tous les deux, enfin, vos deux discours. Je trouve que en tant que PM, on a une responsabilité qui est aujourd'hui pas assez mise en avant dans l'éco-conception d'un produit. Et c'est un sujet qui est plutôt technique aujourd'hui. On parle beaucoup d'optimisation, de performance, etc. Mais je pense qu'un des leviers en tant que développeur ou en tant que tech, c'est de sensibiliser en fait son product manager ou des personnes qui prennent des décisions sur le fait qu'une mauvaise conception, c'est des features qui servent à rien, c'est du gâchis de ressources, de temps. Et je pense qu'il faut que quelqu'un soit honneur ou au moins à l'initiative de cette discussion et après de former aussi, de créer ce débat en fait.
avec ses designers, avec tous les product people dans la team, quoi. J'aimerais bien rajouter juste sur le fait que quand on n'est pas preneur de décision, en fait, il faut parler aux preneurs de décision en leur donnant des arguments qu'ils sont prêts à entendre. Souvent, les preneurs de décision, que ce soit le client, le CEO, le PM, ils sont sensibles à des arguments qui vont être d'une part l'argent, d'autre part l'expérience utilisateur, à quel point les utilisateurs sont satisfaits de l'application. Et le plus souvent, c'est très rare que le green aille vraiment en sens contraire de tous les autres intérêts. Quand on fait une fonctionnalité plus green, c'est plus optimisé, c'est plus rapide, c'est plus smooth, ça fait une meilleure expérience utilisateur de manière générale. Tout le monde s'y retrouve. Et donc en fait, il faut réussir à quantifier sur des métriques que les preneurs de décision, auxquelles les preneurs de décision sont sensibles, pour leur dire, bah voilà, si vous retirez cette fonctionnalité ou si vous l'adaptez de cette manière, vous gagnez temps, vos utilisateurs seront X plus satisfaits et revenir sur un terrain qui n'est pas forcément celui du green, mais que les gens concernés par ces décisions sont un peu plus sensibilisés. Eh bien, merci. Merci Arthur. Merci beaucoup.